Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième journée du VAP Expo 2015 pour des conférences qui continuent. Ce matin avec Jacques Lewezek, consultant en santé publique, et beaucoup aussi d'engagement, Jacques, en faveur de la VAP et de la réduction des risques en France, en Europe et dans le monde. Il y aura plusieurs conférences aujourd'hui. On va notamment parler d'une approche un peu plus globale et décentrée de cette révolution de la VAP avec Gaspard Koenig cet après-midi, avec également le processus de normalisation qui suit son cours. Mais c'est vrai qu'avec vous, Jacques, aujourd'hui, on va discuter du rapport qui est en train de faire date, qui est en train de provoquer un tremblement de terre dans la communauté scientifique. Ce rapport, ce fameux rapport du Public Health England, une agence rattachée au ministère de la Santé britannique, qui a indiqué, c'était le titre de cette étude, de ce rapport plutôt, parce que ce n'est pas une étude, que la VAP était à minima 95% moins nocive que le tabagisme. Alors vous avez une petite présentation pour nous, il y aura aussi des questions possibles dans la salle ou via les gens qui nous suivent sur YouTube et on va en discuter librement avec aussi les petites polémiques qui ont émaillé la publication de ce rapport puisque la réduction des risques du tabagisme, ce n'est pas encore une évidence pour toutes les personnes qui s'intéressent à la diminution du nombre de fumeurs. Merci Rémi, oui, effectivement. Ce rapport anglais a fait l'effet d'une petite bombe au mois d'août, en pleine période estivale. C'est pas simplement, malheureusement, je pense que la presse s'est attachée, peut-être que c'était un petit peu orienté, uniquement à cette histoire de 95% moins de risques qu'avec le tabac. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est un énorme rapport avec plusieurs centaines de pages. Je crois que c'est 111 ou 116 pages. Près de 200 références d'études, validées, publiées. Donc c'est vraiment un document de référence de l'état des lieux de la connaissance scientifique sur le vaporisateur personnel. Parce que je préfère ce terme à la cigarette électronique, comme toujours. Et c'est vraiment quelque chose qui a fait date. Et on a été... et je pense que même les fumeurs eux-mêmes et les vapoteurs eux-mêmes ont été rassurés de voir ces grands titres qui insistaient sur, effectivement, la réduction de risques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Anglais ont une chance extraordinaire par rapport à nous, c'est qu'ils ont une culture de l'épidémiologie, ils ont une culture de la récolte de données par des enquêtes, par toutes sortes d'études, que nous n'avons malheureusement pas. Et grâce à ces données collectées, les Anglais ont pu faire le point sur la situation en Angleterre. Et quand on lit le rapport anglais, alors il est sorti sur une version complète, comme je disais, de plus de 100 pages, mais il y a un résumé en 6 pages qui rappelle les points essentiels. Et les points essentiels, c'est que depuis, comme on le voit sur la courbe du bas à gauche, depuis en gros 2011, où il y a un suivi régulier de l'utilisation de la cigarette électronique en Angleterre, on voit une montée progressive qui a été particulièrement marquée en 2013, puis qui s'est un petit peu stabilisée depuis. Mais tout ça s'est produit alors que le tabagisme en Angleterre était déjà en baisse régulière, puisque les Anglais ont là aussi énormément d'avance sur la prise en charge du tabagisme, puisque en Angleterre, on peut aller voir un tabacologue sans débourser un centime et avoir un traitement sans débourser un centime. Donc ça aussi, ça a participé bien évidemment à la réduction du tabagisme. Mais on voit surtout que sur les dernières années, là où l'essor de la cigarette électronique est arrivé, ce déclin, à la fois chez les adultes, mais encore plus marqué chez les adolescents, s'est amplifié.
Jacques, juste d'un mot pour donner une analyse supplémentaire quant au contexte par rapport à la prévalence tabagique entre les deux pays, entre le Royaume-Uni et la France. On arrive à une situation où finalement il y a presque le double de fumeurs en France vis-à-vis du Royaume-Uni, puisqu'il y a 19%, je crois, tu me dis si je me trompe, mais 19% de fumeurs au Royaume-Uni, alors qu'en France on est à 34%. L'écart devient démentiel. L'écart est démentiel. La France est un très très mauvais élève en Europe. Alors que, en remontant ne serait-ce que 10 ans en arrière, l'écart était beaucoup moindre. Hein. Les Anglais étaient 20-25% et la France a été en dessous des 34% actuels. Donc l'écart était beaucoup moindre. Donc malgré, disons, des résultats significatifs du côté anglais en termes de réduction du nombre de fumeurs, les pouvoirs publics, la communauté scientifique en Angleterre a vraiment fait le choix de regarder de manière pragmatique la cigarette électronique ou le vaporisateur personnel. Tout à fait. Les Anglais sont pragmatiques et c'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que j'aime travailler avec eux. Tous les gens qui ont produit ce rapport, que ce soit Anne McNeil, Peter Hayek, sont des gens avec qui j'ai travaillé depuis de nombreuses années. Et c'est extraordinaire de voir cette accumulation de données. Vous vous rendez compte qu'en France, quand on parle du baromètre santé, qui est publié une fois tous les 5 ans, en gros, avec 1 ou 2 ans de retard par rapport aux données collectées, en Angleterre, vous voyez que la courbe qui est en bas à gauche, c'est une mesure qui est mensuelle. Tous les mois, il y a une enquête sur le tabac, la cigarette électronique, sur les modes d'arrêt, etc., comme on va le voir sur la diapositive suivante. Cette cigarette électronique, c'est devenu un moyen populaire d'arrêt de la cigarette. Vous voyez sur le graphique, la courbe en vert qui explose, ce sont les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer, qui choisissent la cigarette électronique comme le mode d'arrêt le plus fréquent. Et bon, grâce à ce suivi, on peut observer ça. Même s'il se passe la même chose en France, on n'en a aucune idée. Bien évidemment, le rapport insiste sur ce fait, le fait que la cigarette électronique a aidé énormément d'Anglais à arrêter de fumer. Et puis surtout parce que ça c'est aussi quelque chose qui est argumenté à l'encontre de la cigarette électronique. Oui, mais ça va rendre les jeunes dépendants, etc. On constate là aussi, comme Konstantinos Farsalinos nous l'a très bien montré hier avec les vraies données européennes, mais analysées de façon correcte, et en particulier sur les données qu'il a extraites pour la France, que l'utilisation de la cigarette électronique chez les jeunes, c'est juste inexistant. Alors, pour résumer très simplement ce que ce rapport dit, il insiste sur 2 angles principaux, un troisième, mais que je passerai brièvement. Il insiste bien évidemment sur la sécurité, sur le fait que la cigarette... On a suffisamment de données maintenant pour montrer que la cigarette électronique est considérablement moins dangereuse que le fait de fumer. Et je ne dis pas que le tabac, parce qu'on a un ancien exemple de réduction du risque avec le tabac, qui est le snus suédois, qui montre déjà lui-même que le simple fait de supprimer la combustion avec le tabac a un énorme effet de réduction des risques, puisque la Suède est le pays au monde où il y a le moins de cancer du poumon, puisque les utilisateurs de tabac plutôt n'inhalent plus de fumée. Donc, ils insistent beaucoup sur le côté sécurité et aussi sur la perception du risque, parce que cette perception du risque a énormément évolué depuis un peu plus d'1 an maintenant, dû en grande partie aux campagnes médiatiques anti-vape, anti-cigarette électronique, qui ont été alimentées par des études plus ou moins faibles méthodologiquement, et un certain nombre d'auteurs comme Farsalinos ou Polosa ou d'autres les ont bien relevés. Parce que pour que je comprenne bien, parce que c'est vrai qu'il y a
pas mal d'études qui ont été, disons, orientées ou dont les résultats étaient d'une certaine manière tronqués par rapport notamment aux conditions normales d'utilisation de la vape. Là, le rapport britannique, c'est aussi finalement une analyse de l'ensemble des rapports, études qui ont pu être menés sur la vape, et c'est une synthèse ensuite qui est faite de l'ensemble de ces études, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et qui prend à la fois les bonnes et les mauvaises, entre guillemets, études, et fait le bilan et décortique justement tout ce que l'on peut tirer, sachant qu'on avait déjà 2 revues sur la sécurité d'emploi qui avaient été publiées l'an dernier, scientifiques, des revues scientifiques qui passaient déjà en revue l'ensemble des données. Et là, le rapport anglais va un peu plus loin, parce qu'il y a eu quelques études en plus. Et puis surtout, c'est une autorité de santé publique qui parle. C'est là où il y a un contraste énorme avec d'autres pays, dont en particulier la France. Donc, le rapport dit simplement que lorsque la cigarette électronique est utilisée normalement, elle ne pose aucun problème d'empoisonnement à la nicotine, bien évidemment. Un vapoteur, c'est un ex-fumeur ou toujours fumeur, et un fumeur, il sait tout à fait doser sa nicotine, donc il n'y a aucun souci, bien évidemment, de ce côté-là. Il rappelle aussi que les étiquetages actuels sur les liquides sont tout à fait satisfaisants, qu'il n'y a pas besoin d'aller bien au-delà. Peter Hayek, qui est un des auteurs du rapport, lui prône même depuis longtemps en disant « Est-ce que vous avez le nombre de milligrammes de caféine sur un paquet de café ?» Non. Donc pourquoi? Vous avez du café fort, vous avez du café moins fort, vous avez du café décaféiné. Bon, lui, il dit, à la limite, on n'aurait pas de nicotine, un peu plus de nicotine et beaucoup de nicotine, et ça suffirait. Les conclusions du rapport de 2014, puisqu'il y avait déjà eu un premier rapport à l'époque où John Britton menait cette institution, montrent clairement que les données qu'ils avaient réunies à l'époque, indiquant clairement que la vape ne peut pas être 100% sûre, puisque 100% sûr, de toute façon, ça n'existe pas. Il suffit de sortir dans la rue ici et de respirer l'air parisien. On n'est pas à du 100% sûr. Donc, bien évidemment que ce n'est pas 100% sûr, mais c'est considérablement moins dangereux, bien évidemment, que de fumer. Donc, ils ont gardé ce chiffre de 95%, tout simplement parce qu'il y a eu une étude. En fait, c'est une réunion, c'est une sorte de consensus qu'on établit quand on veut déterminer quelque chose pour lequel on n'a pas des données solides, complètement. Donc, on réunit des experts et on fait une évaluation qualitative plus que quantitative. C'est risk assessment. Voilà. Et c'est sur cette fameuse étude que le rapport anglais s'est basé pour dire 95% moins dangereux que le tabagisme. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est même un peu... c'est un peu timide. Alors justement, je voulais vous poser une question à ce sujet, parce que moi j'ai entendu Jay Stimson sur la BBC le jour de la publication de ce rapport. Lui, il lui a dit c'est 99%, voire encore un peu plus. Moi, je serais plutôt à 99%, voire plus aussi. Alors, ce qui est quand même passionnant aussi vis-à-vis de ce rapport, lorsqu'on est tête dans le guidon sur le sujet de la vape, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'articles qui racontent n'importe quoi. Et là, avec ce rapport, on voit une autorité publique indiquer la désinformation, le fait que beaucoup de fumeurs et de vapoteurs ont été plus ou moins désinformés, avec l'idée selon laquelle la vape est peut-être aussi, voire plus dangereuse que le tabac. Exactement, et c'est clairement montré. Je n'ai pas rajouté ici les graphiques, mais vous pouvez aller le voir sur le site. Dans le document de 6 pages, vous avez les graphiques. Il y a clairement une perception du risque qui s'est accentuée suite à toutes ces campagnes médiatiques. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que alors que finalement en Angleterre, la presse a plutôt bien relayé le rapport, j'avoue que j'ai pas vu grand-chose dans la presse française. Il y a eu très très peu de reprises de ce rapport qui est pourtant fondamental.
Alors, néanmoins, ce rapport, c'est aussi quand même un mouvement souterrain. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a déjà changé totalement la perception du vaporisateur personnel au Royaume-Uni et dans la communauté scientifique, en France, aux États-Unis? Quel impact déjà aujourd'hui, 22 septembre 2015, à peine un mois après sa publication, quel impact de ce rapport? L'impact, c'est que déjà en tant que scientifique et ayant martelé ces faits-là depuis maintenant plusieurs années, hein, avec un certain nombre de collègues européens, c'est un peu rassurant de se sentir supporté enfin, écouté enfin par une autorité de santé publique. C'est vrai qu'on se souvient du courrier que vous aviez adressé à la directrice de l'Organisation mondiale de la santé, Margaret Chan. Vous étiez plus de 40, hein, je crois. Et déjà à l'époque, vous aviez indiqué l'ensemble, peu ou prou, des éléments du rapport du Public Health England. Est-ce que vous allez relancer un courrier à Margaret Chan? Quelle est la réponse aussi attendue ou pas de l'Organisation mondiale de la santé vis-à-vis de ce travail? Pour l'instant, on n'a rien prévu. Effectivement, on était 53 à avoir écrit cette lettre. On a juste eu une lettre de remerciement, comme quoi ça avait été bien reçu. On n'a bien évidemment jamais eu de suite. Je pense que l'OMS... Et d'ailleurs, il y avait la semaine dernière ou la semaine précédente, je crois, une réunion de l'OMS Europe, où on voit déjà que le ton employé à propos de la cigarette électronique a un peu changé. Et je pense que ce rapport anglais va énormément influer les futurs débats de l'OMS sur la cigarette électronique. Il faut savoir que il y a un très fort débat, et ce rapport a suscité des critiques de la part d'autres scientifiques qui ont publié des éditoriaux dans le Lancet ou dans le British Medical Journal, parce que la communauté du contrôle du tabac, la communauté anti-tabac, est totalement opposée depuis le départ à la cigarette électronique, en voyant ça comme un cheval de Troie de l'industrie du tabac, qui essaierait à tout prix de maintenir le tabagisme, de rendre le tabagisme glamour, etc. Or, ils n'ont strictement rien compris. Ils n'ont pas compris que la cigarette électronique n'est pas arrivée par l'industrie du tabac, mais est arrivée par des petites entreprises. Certes, aux États-Unis, l'industrie du tabac s'y est énormément investie, engouffrée et a un rôle prépondérant. C'est déjà beaucoup moins évident en Angleterre, c'est totalement absent en France et dans d'autres pays. Et ce qu'ils ont totalement loupé aussi, c'est que ce sont les fumeurs eux-mêmes qui se sont emparés de l'objet et en ont fait un moyen de quitter le tabac qui, en plus, ne coûte pas un centime à la société. Les fumeurs eux-mêmes se sont saisis de la réduction des risques, et c'est vrai que c'est un peu difficile pour une frange de la communauté du contrôle de tabac de l'accepter. D'un mot sur ce rapport aussi par rapport à la communauté scientifique, certains acteurs craignent toujours que ce travail puisse amener la vape vers une logique médicamenteuse, vers la pharmacie. C'est vrai que le rapport du Public Health England est aussi dans cette approche-là. Est-ce que tu penses néanmoins qu'on va trouver un équilibre entre une vape produit de consommation courante, pas produit du tabac, et là, cette tentation qu'on semble quand même voir un petit peu survenir, d'aller vers une vape médicament, une vape de l'OMS? Oui, c'est un point, c'est le fameux troisième point que je n'ai pas vraiment abordé, parce que moi je suis depuis le début opposé à la médicalisation de la cigarette électronique, comme je suis opposé au fait de l'associer à un produit du tabac. Les Anglais, effectivement, c'est peut-être aussi leur côté pragmatique. Il y avait une forte opposition de la part de l'Agence du médicament, le MHRA. Et donc je pense que quelque part c'est aussi une sorte de compromis de dire bon, regardez, on a montré clairement que la cigarette électronique c'est pas dangereux, etc. Mais peut-être on va pas l'exclure de l'arsenal pour le NHS, c'est-à-dire l'équivalent de la sécurité sociale anglaise, et on va permettre aux tabacologues d'utiliser la cigarette électronique dans le sevrage tabagique. Mais ça implique dès lors
que cette cigarette électronique ou certaines cigarettes électroniques soient enregistrées comme médicaments, sous licence, comme ils disent en Angleterre. D'accord. Bon, c'est aujourd'hui pas encore d'actualité, où il n'y a pas véritablement de C'est pas d'actualité et on n'est même pas sûr que ça aboutisse. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est pas le point important, c'est un point très local, c'est un point très anglais. C'est pas le point important du rapport. Le point important, c'est de rassurer les fumeurs et les vapoteurs sur la cigarette électronique. Alors, le message général, pour centrer le débat, si on doit retenir une seule info aussi de ce rapport, c'est peut-être de dire que les pouvoirs publics britanniques indiquent clairement que la cigarette électronique permet de diminuer ou d'arrêter sa consommation de tabac. Alors, est-ce qu'on peut dire maintenant qu'officiellement, le Royaume-Uni explique que la vape, c'est un moyen de sevrage tabagique? Qu'en est-il de cette formule fameuse en France où la vape, produit de consommation courante, ne peut pas revendiquer le sevrage? Est-ce que les Anglais disent, bon, arrêtez maintenant, soyons réalistes, la vape, c'est aussi pour se sevrer du tabac? Tout à fait, et ils vont bien au-delà de ça. C'est-à-dire que les Anglais, même avant la cigarette électronique, en tout cas avant cette prise de position claire sur la cigarette électronique, on avait déjà adopté la réduction du risque. C'est un concept inconcevable en France de parler de réduction du risque, en tout cas dans le tabac. La réduction du risque, elle est acceptée pour les personnes qui s'injectent des drogues, etc. Mais dans le tabac, c'est abstinence absolue. Il n'y a pas de demi-mesure. Les Anglais ont depuis plusieurs années accepté que les fumeurs puissent utiliser des substituts nicotiniques à vie s'il faut pour éviter de fumer ou pour réduire leur consommation, même sans but d'abstinence totale. Donc ils ont ce côté pragmatique qui est déjà là. Pour nous en France, c'est totalement inconcevable, malheureusement. Et d'ailleurs, ce qui est très important, c'est que depuis la publication de ce rapport, il a été supporté par 12 associations, organismes anglais travaillant sur la santé publique, le tabac, etc. Donc ça a été clairement un rapport qui a fait date, mais qui en plus est vraiment mis en avant par toutes les organisations qui luttent contre le tabagisme. Et notamment la principale association anti-tabac britannique, ASH. Oui, tout à fait, Action on Smoking and Health, qui, si on veut faire un petit raccourci, est l'équivalent de notre comité national contre le tabagisme. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots les positions de H concernant la cigarette électronique? H est tout à fait favorable, à tel point que H prône d'être contre l'interdiction d'utilisation de la cigarette électronique en public. Ce qui est quand même très fort pour une association anti-tabac. Je rêverais que le CNCT lui emboîte le pas, mais j'ai comme l'impression que ça ne sera pas demain. Tu leur as envoyé un message au CNCT? Oui, j'ai écrit à son président en lui demandant ce qu'il pensait du rapport anglais il y a environ 15 jours et j'ai toujours pas de réponse. Il faut quand même, pour la petite histoire, rappeler que j'ai été vice-président du Comité national contre le tabagisme. On attend le courrier. Enfin, pour terminer, pour ceux qui ont eu la curiosité d'écouter un petit peu les débats au Sénat la semaine passée, nous avons eu droit à un florilège quand même de choses assez hallucinantes, puisqu'on a eu des débats qui ont tourné principalement autour du paquet neutre, la seule arme a priori aux yeux de notre ministre de la Santé qui pourrait combattre efficacement le tabagisme, et puis les revenus de nos pauvres buralistes. Mais on n'a pas beaucoup entendu parler finalement d'arrêt du tabac, de soins, de prise en charge, de l'intérêt éventuellement de la cigarette électronique dans l'arrêt du tabac. Et Marisol Touraine a quand même eu des paroles
qui me paraissent quand même fortement déplacées de la part d'une ministre de la Santé, en disant par exemple qu'elle préférait s'appuyer sur une étude publiée dans le JAMA. Alors il faut savoir que c'est une étude américaine. Il y a énormément d'études américaines qui sont financées par le NIH, c'est l'Institut de recherche américain, hein, qui a investi plusieurs milliards de dollars dans la recherche sur la cigarette électronique, mais une recherche plutôt orientée. Et cette étude dans le JAMA, soi-disant, prouverait la théorie passerelle, c'est-à-dire celle dont Marisol Touraine nous rabat aussi les oreilles, comme quoi les jeunes, en s'initiant à la cigarette électronique, pourraient ensuite devenir fumeurs. Alors qu'on sait, et le rapport anglais l'a encore montré une fois de plus, qu'aucune donnée à l'heure actuelle n'a jamais pu démontrer ça. Farsalinos vous a montré hier l'utilisation de la cigarette électronique chez les non-fumeurs. Il y en a zéro. Il y a un peu d'essais, c'est-à-dire on tire dessus une fois sur la cigarette électronique du copain, mais des utilisateurs, ne serait-ce qu'une fois par mois, il y en a zéro. Donc c'est un faux problème. De plus, cette étude est d'une méthodologie absolument crasse. Il faut savoir que les résultats sont basés sur 5 jeunes qui n'avaient jamais fumé, hein, qui ont essayé la cigarette électronique et qui seraient devenus fumeurs un an après. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est totalement aberrant. Mais notre cher ministre préfère s'appuyer sur cette étude, hein, en la défendant. Jacques, d'un mot, sans entrer dans la polémique, c'est vrai que récemment, vis-à-vis du ministère de la Santé français, on a entendu sur les ondes, notamment Marisol Touraine, expliquer qu'avec les parcs pour enfants sans tabac et le paquet neutre, on allait voir aujourd'hui, en 2015, la première génération de Français non-fumeurs. Est-ce que tu ne penses pas quand même plutôt que la première génération française de non-fumeurs dans ce pays, elle sera vapoteuse, plutôt qu'avec paquet neutre? Bien sûr, je ne suis pas contre le paquet neutre, je ne suis pas contre toutes les mesures qu'on peut prendre dans l'arsenal contre le tabac, y compris l'augmentation des prix s'il le faut, etc. C'est clair que pour dissuader les fumeurs et éventuellement même les pousser vers la cigarette électronique, ces autres mesures peuvent aussi aider quelque part, mais à condition de ne pas négliger la cigarette électronique et l'énorme profit qu'on peut en avoir. Farsalinos a bien encore montré hier qu'en France, chez les utilisateurs courants de cigarettes électroniques, on avait 45% de succès d'arrêt. C'est énorme. On n'a jamais eu des chiffres comme ça dans l'arrêt du tabac. Pour nous, tabacologues, c'est une révolution. Et pour en revenir à notre cher ministre, je pense qu'il y a un certain nombre de vapoteurs qui, comme moi, ont sauté sur leur fauteuil lorsqu'ils l'ont quand même entendu dire que le rapport anglais, le fameux rapport du Public Health England, n'avait aucune valeur puisque de toute façon il avait été financé par l'industrie du tabac et de la cigarette électronique. Et tout ceci, en fait, basé sur des rumeurs qui ont été colportées dans le premier éditorial du Lancet qui a attaqué le rapport, qui ont été depuis repris dans un autre article dans le British Medical Journal, et qui sont simplement basés sur le fait que une étude sur les 180 et quelques cités dans le rapport, qui est cette fameuse étude sur laquelle on a basé les 95% moins nocifs, a été réalisée avec des gens qui avaient des conflits d'intérêts. Alors, les conflits d'intérêts, ça ne veut pas forcément dire que vous gagnez de l'argent. Ça veut dire que vous avez travaillé pour quelqu'un. Ce n'est pas forcément d'ailleurs une entreprise commerciale. Hein. Les conflits d'intérêts, ça peut être simplement le fait que vous avez pris position à un moment donné sur quelque chose et qu'on vous demande de juger cette chose. Et il se trouve que parmi les auteurs, il y avait David Nutt et Riccardo Polosa, qui avaient déclaré très honnêtement, parce que quand on est scientifique et qu'on publie un article dans un journal scientifique, on est censé déclarer les éventuels ou les potentiels conflits d'intérêts que l'on a.
Et donc Polosa avait effectivement déclaré que sa première étude qu'il avait faite sur la cigarette électronique avait été faite grâce au soutien d'une petite compagnie italienne de cigarettes électroniques. C'était des Cigalike à l'époque qui marchaient très mal. L'étude a d'ailleurs pas été excellente à cause de ça. Et cette compagnie a d'ailleurs disparu depuis du marché. Elle n'existe plus. Donc on a reproché à Polosa d'avoir des conflits d'intérêts et donc que ce fameux rapport disant 95% moins nocif, à cause de ce conflit d'intérêts, était nul et non avenu. Ce qui explique aussi le soutien des 12 organisations en réaction à l'attaque du Lancet. Voilà, c'est encore une fois le signe d'une désinformation des acteurs français par rapport à la situation véritable du Royaume-Uni. Jacques, il nous reste peu de temps. Ouais, je te propose qu'on passe aussi la parole au public. Pour moi, ce n'est pas uniquement de la désinformation, c'est de la non-transmission d'informations, parce que je pense que le ministère de la Santé est tout à fait au courant des choses qui sont. Avez-vous des questions pour Jacques Lewezek? Tout va bien de votre côté. Alors moi j'ai une dernière question pour toi Jacques. Je t'ai dit vous, je t'ai dit tu, mais là je te dis tu. Concernant la vape fiction, la façon dont la société va accepter ou pas la vape et la nicotine dans les prochaines années. Tu parlais tout à l'heure des paquets de café où on n'a pas le niveau café fort, café moyen, café faible. Comment tu vois, toi, l'avenir du produit dans 10 ans, dans 30 ans? Est-ce que la nicotine, dans sa forme vaporisée, va changer d'image et va prendre l'image de la caféine? Moi, je le souhaite, parce que moi, ça fait 32 ans que je travaille sur la nicotine et il y a longtemps que je sais que la nicotine, c'est pas mauvais, c'est même plutôt bon. C'est un outil qui permettrait au moins de développer ou de mieux comprendre certaines maladies neurologiques ou psychiatriques. Donc ça a des effets tout à fait favorables. Et moi, je souhaite que la nicotine prenne sa place dans la société au même titre que la caféine. Entre-temps, il va falloir qu'on subisse la directive européenne, que la vape y survive, qu'on fasse tout ce qu'il faille pour ensuite la changer et que la vape puisse enfin s'exprimer librement et permettre à tous les fumeurs de continuer à prendre du plaisir, mais en évitant de se faire mourir à petit feu. Merci beaucoup Jacques. Alors je rappelle que tu as un blog qu'on recommande à tous les visiteurs du Vape Expo qui s'intitule Tout ce que vous avez toujours... Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le tabac sans jamais oser le demander. Merci beaucoup.